Et regardez ces images, il se passe des choses, ça bouge à New York. Oui, Nicolás Maduro, donc c'est le président vénézuélien, vous le savez, capturé par les États-Unis au cours du week-end. Eh bien, il va être extrait de sa cellule de Brooklyn dans les minutes qui viennent parce qu'il est attendu au tribunal de New York, à Manhattan plus précisément, à 18h heure française. C'est son audience qui va commencer avec son épouse. Évidemment, nous suivrons tout en direct et vous l'avez bien compris, ça fait la une de tous les journaux aux États-Unis et ce sera suivi en direct par les télévisions américaines. Les agences de presse sont déjà postées devant cette prison de Brooklyn pour suivre l'extraction de sa cellule du président vénézuélien et poursuivre son parcours jusqu'au tribunal de New York, où donc il y aura 4 chefs d'inculpation qui lui seront lus tout à l'heure. Donc 18h en français, ça commencera tout à l'heure, mais évidemment, il sera extrait de sa cellule avant. Ouais, on verra probablement son visage avant au président vénézuélien, donc à New York. Et Isabelle Saporta, quand on est éditorialiste politique comme vous, qu'on regarde le monde, l'histoire du monde, l'histoire avec un grand H que nous voyons se dérouler sous nos yeux depuis des mois, des années, c'est quand même un truc incroyable, un retentissement hallucinant. Est-ce que le monde... Ah ben c'est lui, regardez, pardon, je m'interromps, c'est bien lui. Nicolás Maduro qu'on voit avec la veste claire au milieu, encadré par deux policiers menottés, vous dites, Renaud Pilar? Apparemment, on voit, il a toujours les bras, menotté, les mains comme ça. Apparemment, sur les images. Exactement. C'est un choix politique, ça, quand même, de le montrer autant qu'il le montre, de le montrer avec son casque quand ils l'ont extrait, de le montrer maintenant humilié. Au fond, c'est quand même aussi là, l'Empire veut montrer sa force, quand même. Ouais. Donc les États-Unis de Trump exhibent son trophée Maduro, Grégory Phillips. On l'a vu dès les premières images qui ont été tweetées par Donald Trump en personne. Maduro menotté, les yeux bandés, et donc là, les télévisions américaines qui montre ces images au monde entier de Nicolás Maduro qui vient d'être extrait de sa cellule de Brooklyn pour être amené au tribunal. Oui, c'est pour insister sur le caractère criminel du personnage et non pas politique. Ouais, ce n'est pas un président, c'est un criminel qui est montré ici. D'ailleurs, Grégory Phillips, il a été montré, j'allais dire exhibé, Nicolás Maduro, non pas au milieu de soldats, de militaires américains, mais de fonctionnaires de l'État, de la DEA, de la Drug and Administration, bref. L'agence antidrogue américaine. L'agence antidrogue américaine, c'était pas des militaires, c'était des gens qui travaillent sur le trafic de drogue, le narcotrafic, c'est un peu différent. Parce que dès le début, ce qu'a dit la Maison-Blanche, c'est une opération de police. C'est une opération de police contre un narcotrafiquant, aidé évidemment par l'armée américaine. Juste les images qu'on voit là sont encore une fois spectaculaires, hallucinantes. C'est donc les opérations de transfèrement qui débutent. On a vu, je crois, je parle sous votre contrôle, parce que j'étais en train de courir entre la régie et ici, Maduro remonter à bord de ce véhicule. Et il est sorti d'un premier véhicule. Il avait donc les mains menottées avec une combinaison de couleur marron. Et maintenant, il est à bord de ce véhicule. Je pense que c'est les opérations de transfèrement qui débutent. Il est donc en train de sortir de sa prison de Brooklyn pour aller vers le tribunal qui se trouve vraiment... Il suffit de traverser le pont et vous êtes dans le sud de Manhattan. Donc ça dure quelques minutes a priori. Donc il est extrait de sa cellule très très tôt. Oui, alors on va voir, le rendez-vous avec le juge est programmé à 18h, heure française, midi, heure de New York. Il y a évidemment, vous savez, toute une série de procédures une fois qu'il sera arrivé au tribunal, notamment sans doute le fameux mugshot à l'américaine, la photo du prévenu qui est prise, on connaît tous ça par cœur, même Donald Trump avait eu l'honneur d'un mugshot. Donc vous allez avoir toute une série de procédures judiciaires jusqu'au moment où il entrera dans la salle du tribunal et où il sera présenté à ce fameux juge qui lui prononcera notamment ses motifs d'inculpation. C'est le juge Alvin Hellerstein, 92 ans, juge extrêmement... Quel âge ? 92 ans. 92 ans. Juge extrêmement réputé. Il a été nommé à l'époque par Bill Clinton. C'est un juge à tendance démocrate mais très impartial. Il a jugé plein d'affaires extrêmement compliquées, y compris notamment au moment après les attentats du 11 septembre 2001. Il a jugé notamment des histoires de trafic de drogue. Et donc à 18h heure de Paris, là, Maduro entrera dans la salle du tribunal et se verra notifier ses motifs. Là, on est à Pourquoi Brooklyn, son épouse n'est pas là ?
Pourquoi son épouse n'est pas là? Parce que son épouse, elle va être jugée. Elle est aussi poursuivie. Est-ce qu'elle fera partie d'un autre transfert? Je ne peux pas vous le dire. Il se trouve que hier, dans l'après-midi, l'épouse de Maduro a fait un léger malaise et qu'elle a été hospitalisée brièvement dans la partie médicale de la prison de Brooklyn. Donc peut-être qu'elle a le droit à d'autres égards et à un autre transfèrement. Donc là, c'était quoi la prison? Le bâtiment qu'on a vu, c'est la prison de Brooklyn. Là, on est encore dans le quartier de Brooklyn. Oui, tout à fait. Ce sont l'opération de transfèrement qui débute. Vous voyez les hélicoptères de la police. Extrêmement sécurisé, donc. Tout à l'heure, je vous annonçais que toute la séquence serait filmée, notamment par hélicoptère, etc. Voilà ce qui est en train de se poursuivre. Ils vont le convoi. Alors, vous voyez, ça prend du temps parce qu'il y a évidemment une sécurité absolument maximale. Regardez l'homme qui est à côté de la voiture. Il a, si je vois bien, le sigle DEA. Derrière lui, c'est un agent de la lutte anti-drogue. C'est un agent de la lutte anti-drogue. Ce qui montre bien, encore une fois, que pour les autorités américaines, on est dans la suite d'une opération de police et que c'est un bandit, un narcotrafiquant qui va être jugé et pas un chef d'État. Oui, Isabelle Saporta, la symbolique est importante. Hein. Tout a été pensé par Trump. Je veux des blousons, vous savez, les blousons bleu marine en nylon qu'on voit dans les séries sur Netflix. DEA. Voilà, c'est la police anti-narcotrafic et c'est pas une opération militaire. Et FBI. Et FBI. C'est le passe-passe juridique, ce que vous expliquiez très bien tout à l'heure, c'est le passe-passe juridique aussi pour pouvoir finalement, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir été chercher un chef d'État en fonction, même si c'était une élection effectivement truquée, mais enfin en tout cas il l'avait perdu, mais et de pouvoir le juger. Donc il faut le faire passer pour un narcotrafiquant et c'est le jeu. Mais moi ce que je trouve absolument incroyable, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure Grégory, c'est que depuis 24 heures, 36 heures, on a tout en mondiovision. Vous disiez tout à l'heure Magali, la presse américaine, mais c'est la presse mondiale. Et la presse mondiale, oui, là. Son épouse. Voilà. Son épouse. C'est son épouse, je crois. Son épouse à droite. Nicolas Maduro et son épouse à droite, vous dites. Voilà, son épouse et Nicolas Maduro, les mains menotté. Donc ils sont de nouveau sortis d'un véhicule. Ils étaient dans un premier véhicule. Ils ont fait quelques mètres à bord de celui-ci. Je pense qu'ils se dirigent vers une piste d'hélicoptère. L'hélicoptère qu'on a vu à l'instant, regardez, c'est ça. On est sur un stade de baseball ou de soccer, je ne peux pas vous dire. Et ils vont être transférés au tribunal par hélicoptère, donc. C'est ce qui semble se dessiner. Et c'est quand même une exhibition de force qui est ahurissante en fait. Entre l'extraction du couple et la mise au jour là de cette espèce d'humiliation mondiale en fait. C'est quand même un message qui n'est pas envoyé qu'à Maduro là. C'est un message qui est envoyé à tout le reste du monde. C'est-à-dire vous voyez ce dont je suis capable et ce que je ferai à n'importe lequel d'entre vous en fait. L'hélicoptère. Effectivement. Nicolas Maduro donc à 13h22 heure française. Le président du Venezuela et son épouse sont en train de monter à bord de cet hélicoptère qui va donc les emmener à quelques centaines de mètres de là, hein, tout proche. Vous traversez le fleuve et vous êtes dans le sud de Manhattan, ça va aller très vite. Oui, ils vont être confrontés donc à un juge officiellement à 18h heure française. Ils arrivent assez tôt d'ailleurs. Hein. Midi, heure américaine. Mais pour rebondir sur ce que dit Isabelle, c'est historique ces images. C'est historique. Vous vous rendez compte qu'on a là, non pas un prisonnier de droit commun qui a trafiqué de la drogue en Floride ou en Californie. On a un président qui, il y a 48 heures, était dans son palais et c'était vendredi soir ou samedi soir, discutait avec un envoyé spécial chinois pour commander des armes chinoises pour se défendre dans la zone aux États-Unis. Le lendemain matin, très tôt le matin, en pleine nuit, il est enlevé, capturé par l'armée américaine. Mais c'est inouï ce qu'on voit. Et pourquoi? Et comme le disait Isabelle, c'est en mondiovision. Ils n'ont pas attendu 48 heures pour qu'il y ait des réactions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la course de vitesse. Dès 7 heures du matin, il est en tenue de prisonnier avec sa femme menottée, comme un vulgaire prisonnier. Et effectivement, on n'est pas dans un cadre de changement de régime. On est dans la capture d'un narco-terroriste. Vous nous gênez. Je vais vous dire un truc, Renaud. Il y a un changement de régime en ce moment. Et le changement de régime, il est aux États-Unis. Il faut voir qu'il y a un pamphlet qui circule aux États-Unis sous le manteau, qui est fait par Curtis Yarvin, qui est un des idéologues, au fond, des Trumpistes, et qui raconte que c'en est fini de la démocratie. Ça sert pas, c'est pas utile la démocratie. Ce qu'il faut, c'est faire du techno-césarisme, faire en fait un parti hyper puissant et
travailler avec les entreprises. Il a fait comment son coup là? Il a appelé les pétroliers. Il s'est pas référé au Congrès. Il en avait rien à faire. Au fond, on est dans ce changement de régime. Il y en a un de changement de régime, mais il est aux États-Unis. Et donc, il s'en fiche complètement qu'il y ait une démocratie ou pas au Venezuela. C'est pas son problème, Machado. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'écarte d'un revers de main. Son problème, c'est comment on fait main basse pour augmenter la richesse en fait de l'empire américain. Vous avez raison. À aucun moment il prononce le mot démocratie. Il le prononce une fois et 23 fois pétrole. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein, on a compris les prix. René Frégosi, vous êtes avec nous, philosophe et politologue, et vous avez publié 50 nuances de dictature. Vous connaissez très très bien le Venezuela, vous y êtes allé à plusieurs reprises. Ces images que le monde entier est en train de regarder, Nicolás Maduro, président du Venezuela, qui est en ce moment à New York et qui va rencontrer le juge qui va le statuer sur son cas dans quelques heures. Est-ce que ces images sont vues en ce moment par les Vénézuéliens qui vivent au Venezuela? Est-ce que, d'après vous, la télévision retransmet ça? A priori pas. La télévision est complètement dans les mains du pouvoir. Hein. Depuis très longtemps. Hein. Toutes les chaînes ont été... mais les Vénézuéliens sont sur Internet. Hein. Donc ça, c'est pas coupé. Et donc, il y a des chaînes, d'ailleurs, de l'opposition aussi sur Internet. Hein. Oui. Et ils suivent certainement ça sur Internet. Sur la télévision publique, sûrement pas. Est-ce que toute la structure est encore en place? Sûrement pas. Sauf qu'on ne sait plus aujourd'hui où en est le pouvoir chaviste. Parce que manifestement, il y a eu une trahison, puisque sinon les Américains, les Nord-Américains n'auraient pas pu capturer de cette façon Maduro. Et vous savez, le président Romulo Betancourt, dont je vous parlais tout à l'heure, disait une phrase à propos des militaires. Il disait « Les militaires, c'est fidèle jusqu'à la veille ». C'est drôle. Et donc, évidemment, il y a forcément aussi des militaires qui ont dû trahir. Hein. Alors, que se passe-t-il, Grégory Phillips? L'hélicoptère donc est en train de décoller. Il est quoi, au milieu d'un stade de baseball là Alors j'ai pas réussi à voir si c'était un stade de baseball ou de soccer. En tout cas, on est sans doute dans les enceintes sportives de la prison de Brooklyn. Vous voyez cet hélicoptère qui est suivi. Ce qui est incroyable dans ce genre de cas, c'est que vous avez des hélicoptères de la presse américaine qui filment tout en direct et qui retransmettent ça en direct sur toutes les chaînes de télévision. Voilà cet hélicoptère qui décolle du quartier de Brooklyn, qui est l'un des 5 quartiers de New York, et qui va prendre la direction de Manhattan. On est vraiment tout proche. Ça va durer à peine quelques minutes. Bah oui, parce que c'est à 7 km. Il faut traverser l'East River. Je pense qu'il va se poser dans le quartier qu'on appelle de Lower Manhattan, sans doute vers Battery Park, où vous avez des aérodromes. Donc il ne peut pas se poser à proximité du tribunal. Vous êtes vraiment au cœur de Manhattan, dans le sud de Manhattan. Je ne pense pas qu'il y ait de piste d'hélicoptère à ce moment-là. Il va sans doute se poser vraiment à la pointe sud de l'île de Manhattan. Puis là, on verra un transfèrement de Maduro à bord de voiture jusqu'au tribunal qui se trouve à quelques blocs. Et donc, on peut imaginer que ce soir, après avoir été entendu par ce magistrat, ce juge de 92 ans dont vous nous parliez, très impartial et nommé par Bill Clinton, après avoir été entendu par ce juge, il reviendra à sa prison dormir, a priori, ce soir. Alors, le juge va en décider. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de suspense. J'imagine mal une remise en liberté. Mais oui, ce sera sans doute par le même trajet qu'il rentrera à la prison ce soir. Ils sont 2. Il y a son épouse aussi à bord de l'hélicoptère. Oui. Renaud-Pilat. Moi, je trouve ce qu'il y a de sidérant, effectivement, nous les Européens, notamment attachés avec notre ADN de valeurs, de droit international, de respect des frontières. On a été élevés depuis l'après-guerre avec cet ADN. On est en état de sidération devant ces images. Il faut savoir en plus, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est personnel, que les images construisent la réalité. C'est-à-dire que les Américains se réveillent avec un hélicoptère qui transporte un vulgaire... Là, c'est Manhattan. Regardez cette image. Oui. Le soleil se lève. Bien sûr. C'est ça, l'East River. On quitte le quartier de Brooklyn. Vous avez la skyline de Manhattan avec le jour qui se lève sur New York. Et l'hélicoptère qui va rejoindre cette pointe sud de Manhattan pour acheminer Nicolás Maduro, président capturé par les Américains,
pour l'amener jusqu'au tribunal. Ça y est, l'hélicoptère est au-dessus de la rivière. Ça va prendre encore quelques minutes à peine pour que l'appareil atterrisse. J'ai une question à vous poser. Les amis, on n'a même pas les mots, en fait. J'ai une question à vous poser. Vous, Grégory Phillips, qui avez une grande expérience de l'actualité internationale, est-il possible, écoutez bien ma question, que Nicolás Maduro meure en captivité, n'ait plus jamais l'occasion d'être libre à compter de ce jour? Le général Noriega, qui avait connu à peu près le même sort à la fin des années 80, avait été condamné à 40 années de prison. Il ne les a pas fait toutes aux États-Unis, mais... Il est passé par la France, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est à peu près le même quantum de peine que risque, évidemment, Maduro. Oui, parce qu'il y a des charges objectives contre lui, quand même. Parce que le régime chaviste est articulé au narcotrafic depuis Chavez. Il y a eu beaucoup de documentation là-dessus, des livres écrits et tout. Chavez lui-même était articulé au narcotrafic colombien. Là, les 4 chefs d'accusation, c'est narcoterrorisme, détention d'armes, conspiration, notamment. Oui, terrorisme et narcoterrorisme parce que les FARC et les groupes de guérilla sont eux-mêmes des narco-guérillas. Mais il y a aussi le terrorisme international et notamment iranien, Hezbollah. Le fait que le Hezbollah soit très présent, effectivement, à Caracas. Oui, mais le Hezbollah est très présent en Amérique latine, de toute façon, en Amérique du Sud, notamment à la triple frontière Argentine, Paraguay, Brésil. Là, il recrute et il récolte des fonds ouvertement, le Hezbollah, grâce à l'ancienne émigration syro-libanaise. D'accord. Mais effectivement, on a tout ça est documenté. Le Venezuela, le régime chaviste, a fourni notamment des passeports à des terroristes du Hezbollah. Et vous assistez donc en direct au transfert de Nicolás Maduro depuis sa prison de Brooklyn jusqu'au tribunal de Manhattan, et l'hélicoptère dans lequel se trouve le président vénézuélien vient de se poser donc à Manhattan. Il sera transféré ensuite, on l'imagine, via un autre véhicule, et le voilà, donc le président vénézuélien. Le voilà, mesdames, messieurs, regardez, on dit souvent qu'on vit dans cette émission l'histoire en direct, mais je suis désolé, là, oui, nous vivons l'histoire avec un grand H en direct. Vous voyez avec ces souliers clairs, là, le président du Venezuela, menotté, mesdames, messieurs, avec une combinaison de prisonniers de l'administration pénitentiaire américaine qui est en train de descendre de cet hélicoptère. Il est au sud de Manhattan. Son épouse devrait suivre parce que juste derrière. Elle est juste derrière, voilà, son épouse. Et ils vont se diriger vers le tribunal où ils devraient être auditionnés par le magistrat, ce magistrat dont vous nous avez parlé, d'ailleurs Grégory Phillips, de 92 ans, nommé par l'administration Clinton, qui est connu pour être quelqu'un de très impartial, de très droit, qui va leur signifier quoi d'ailleurs dans les prochaines minutes? Les chefs d'inculpation, c'est-à-dire qu'on va, une fois que toute la procédure judiciaire d'entrée au tribunal, le mugshot dont je vous parlais, cette fameuse photo, vous savez, habituelle des criminels quand ils sont jugés aux États-Unis. De face et de profil, là. Oui. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important. On sait que l'audience ne sera pas filmée. C'est ce que le juge a décidé. En revanche, et c'est arrivé dans d'autres affaires, les caméras de télévision seront sans doute dans le couloir qui mène à l'accès au tribunal même. Et donc, on reverra Maduro à ce moment-là, juste avant d'entrer dans le tribunal. Là, il est... Pardon, oui. Allez-y Magali, pardon. Parce que Sonia Dridi nous attend, vous savez, notre correspondante aux États-Unis qui est à New York actuellement, qui va suivre donc cette audience au tribunal tout à l'heure. Expliquez-nous là, parce que vous n'êtes pas très loin de Nicolás Maduro qui est en train d'être transféré et donc qui ne va pas tarder à arriver au tribunal. Sonia. Oui, tout à fait. Je suis juste à côté du tribunal et comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de sécurité, des voitures de police qui bloquent les routes aux alentours. Donc énormément un très gros dispositif de sécurité pour l'arrivée de Nicolás Maduro et au tribunal à la Cour fédérale de New York où il doit comparaître à midi heure locale, donc 18h heure de Paris. Il se verra signifier les charges retenues contre lui. Il a été inculpé par la justice
justice américaine, notamment pour conspiration de narcoterrorisme, possession d'armes et importation de cocaïne aux États-Unis. On s'attend à une audience brève et le juge devrait ordonner sa détention provisoire en attendant la tenue d'un procès. Merci beaucoup Sonia. Donc Nicolas Maduro et son épouse qui viennent donc d'être installés dans un fourgon blindé qui va donc rejoindre maintenant le tribunal, Renaud. Oui, moi ce que je trouve absolument spectaculaire, et c'est vrai que les Européens en ont moins l'habitude, c'est le multicaméra et effectivement, comme le disait Isabelle, on a l'impression d'assister à un film, une série. Oui. C'est la série Maduro. La capture, vous imaginez, on aurait, même il y a 5 jours, 6 jours, on n'aurait pas imaginé qu'un chef d'État, même si l'élection n'a pas été reconnue, son élection, capturée par l'armée américaine, puis transférée à l'agence antidrogue américaine, comme si c'était un narcotrafiquant, je dirais à la tête d'un gang. On rappelle que c'est un président et son épouse menottés avec la tenue de prisonnier. Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que avec Trump, on a changé de monde. C'est-à-dire que les opérations en Irak en 2003 et contre les talibans en Afghanistan, avec des coalitions occidentales compliquées à organiser, ça a coûté une fortune. Et surtout, ces 2 opérations ont échoué. C'était des opérations de guerre. Là, c'est pas ça. On va, en quelques heures, capturer le chef de l'État, on l'emmène en prison comme un vulgaire prisonnier de droit commun. C'est absolument historique et spectaculaire. René Frégosi, il y a une chose qu'un Européen a du mal à comprendre. C'est que quand on parle d'États assujettis au narcotrafic, on se dit, bon, eh bien, il est président du Venezuela, et au Venezuela, il y a des trafiquants qui envoient de la drogue aux États-Unis. Voilà ce que pense l'Européen moyen dont je fais partie. Or, vous nous disiez il y a un instant que ça n'est pas ça du tout. C'est au contraire, vous disiez, des structures étatiques dirigées par Maduro qui font plus que regarder avec bienveillance, qui sont carrément les organisatrices de la récolte et du transfert de la drogue à l'étranger. C'est l'État. L'État vit de cela. Oui, enfin l'État... Pas tous les gens dans l'État, mais certains dans l'État, certains responsables et certains politiques. Effectivement, depuis Chavez, c'est-à-dire touche de l'argent, du revenu, du trafic de drogue. Donc depuis Chavez, c'est installé au cœur même de l'État, effectivement, vénézuélien. Donc vous la spécialiste du Venezuela, c'est important ce que vous nous dites. Vous, la spécialiste du Venezuela, vous nous dites bien que il n'est pas illusoire de dire que Maduro s'est enrichi lui-même de l'argent de la drogue. Bien sûr. D'ailleurs, les neveux de Cilia Flores, sa femme, ont déjà été condamnés pour ça. C'est aussi familial, c'est des clans. En fait, le pouvoir chaviste, il est organisé autour de clans. Et Chavez, lui, fédérait tous les différents clans. Maduro avait plus de mal à les fédérer. Mais, et donc, il a dû sans doute davantage redistribuer, d'ailleurs, les revenus du narcotrafic autour de lui pour bénéficier. Mais bon, apparemment, il n'a peut-être pas fait assez puisqu'il a quand même été trahi. Mais oui, c'est une institutionnalisation du narcotrafic. Regardez ces images, on l'a vu, ces routes totalement dégagées de toute circulation pour pouvoir laisser passer ce convoi. Et donc là, on voit le convoi, Grégory, donc arrivé à Manhattan. Là. Voilà, l'hélicoptère s'est posé à la pointe sud extrême de l'île de Manhattan, l'un des 5 quartiers de New York. Et maintenant, vous remontez un tout petit peu vers le nord. Il y a quelques blocs, simplement pour aller jusqu'au tribunal. Et personne sur la route. Non, évidemment, vous avez vu la sécurité extrême qui a été développée. Et voilà, le véhicule va remonter jusqu'au tribunal où Sonia Dridi nous disait tout à l'heure qu'il y avait déjà beaucoup de monde, énormément de sécurité et beaucoup de monde devant l'enceinte judiciaire. Ça va prendre quelques minutes. Dans 5-10 minutes, je pense que le convoi arrive au tribunal. Olivier Piton nous attend aussi, est également en direct avec nous. Bonjour, avocat en droit français et américain. Vous êtes à Washington. Toutes les télés américaines sont branchées sur cet événement. Il n'y a pas d'autre mot que l'on suit nous aussi en direct là sur LCI.
Et absolument, c'est le programme, tous les programmes sont arrêtés et effectivement, les images que vous voyez défilent également sur les télévisions américaines. Images assez spectaculaires, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout l'habitude, nous, en France. Commentez-nous ces images à travers votre point de vue à vous. Vous avez peut-être plus l'habitude aux États-Unis. Alors d'abord, c'est assez commun effectivement que dans les cas qu'il y ait une forte médiatisation lorsqu'il y a un détenu qui est particulièrement connu et célèbre, ce qui est évidemment le cas ici. Donc ce qui s'est passé, c'est lui et son épouse, Nicolas Maduro et son épouse étaient détenus au Metropolitan Detention Center, donc au MDC, qui est une prison fédérale qui se trouve à Brooklyn. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus proche de pouvoir ensuite, comme vous le voyez actuellement dans les images, être transféré au tribunal du Southern District au sud de Manhattan où aura lieu la première comparution devant le juge Alvin Hellerstein. Vous l'avez rappelé, effectivement, un juge qui a été nommé par Bill Clinton et qui est un des spécialistes des affaires concernant à la fois le narcotrafic et d'autre part les poursuites en cas d'extraterritorialité, ce qui est évidemment le cas ici. Et donc nous allons assister à cette audience qui va sans doute être extrêmement brève, où en fait ce qui va se passer, c'est que Nicolas Maduro et Madame Flores vont être informés des charges qui pèsent contre eux, on va leur rappeler leurs droits et on leur demandera de plaider coupable ou non coupable. Ils vont très probablement plaider non coupable et à partir de ce moment-là, le juge ordonnera une détention provisoire sans caution, évidemment pour des raisons de sécurité. Et ensuite, l'enquête proprement dite va débuter. Olivier Piton, maître Piton, je sais que vous êtes avocat et que c'est une question qu'on ne pose pas à un avocat, mais y a-t-il des chances, au doigt mouillé, car on n'est pas dans le bureau du juge ni dans la procédure, y a-t-il des chances que cet homme, le chef de l'État vénézuélien, ne revoie jamais la liberté ? Oui, il y a des chances. D'abord, vous avez parlé du précédent Noriega et effectivement, le président du Panama de l'époque qui avait été extradé a lui aussi connu à peu près il a été condamné à peu près à 40 ans de prison, donc à plusieurs dizaines d'années de prison. La peine de mort ne sera pas requise. Le premier point que vont opposer les avocats de Nicolas Maduro, c'est l'illégalité de la détention et donc vont demander sa libération. Comme à l'époque, les avocats de Noriega l'avaient fait, et comme à l'époque ça avait été rejeté, il est plus que probable que le tribunal ne retiendra pas cette demande des défenseurs, des avocats du couple Maduro. Et à partir de ce moment-là, on entrera dans une phase classique de poursuite et avec recherche de preuves et puis un tribunal d'ici quelques mois, peut-être quelques années. Tout dépendra du temps qu'il faudra pour réunir l'ensemble des preuves. Il faut savoir que le début des poursuites date de mars 2020, c'est-à-dire à la fin du premier mandat de Donald Trump et que donc un certain nombre de documents a déjà été retenu contre Nicolas Maduro en termes de lutte contre le narcotrafic, puisqu'en fait il faut bien comprendre une chose, c'est que il est surtout accusé comme un bandit de droit commun, comme un criminel, comme un narcotrafiquant, comme un chef de gang de cartel, et non pas en tant que président, puisque Donald Trump dit qu'il est illégitime. Et donc, ça va prendre effectivement, pour répondre à votre question, plusieurs mois, voire quelques années avant que le procès ait lieu. Donc, comme Donald Trump estime qu'il est illégitime, il ne peut pas faire valoir son immunité présidentielle ? Sa défense va faire valoir l'immunité présidentielle, sa défense va faire valoir qu'il n'a pas été extradé vers les États-Unis de manière légale, donc ça va être la première ligne de défense des avocats. Il y a très honnêtement, comme pour Noriega à l'époque, peu de chances que cela se passe. Il y aura probablement un refus, on va être prudent, on va mettre des guillemets, il y aura probablement un refus du juge de suivre la demande des avocats, et à partir de ce moment-là, on entrera dans une phase classique d'enquête, et sur les charges qui sont retenues aujourd'hui contre Nicolas Maduro, c'est-à-dire narcotrafic, importation de cocaïne et possession accessoirement d'armes automatiques et de dispositifs destructeurs à l'égard des États-Unis. Olivier Piton, vous êtes à Washington avec nous en direct, c'est adorable, cher maître. Restez encore, si vous voulez bien, quelques instants avec nous. Quelle heure est-il d'ailleurs à Washington là ? Il est 6-7 heures ? Il est 7h43 exactement. D'accord, 7h43. J'ai une question pour Olivier Piton, juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises à l'antenne. On est bien dans le même tribunal que celui qui avait vu Dominique Strauss-Kahn en 2011 ou Harvey Weinstein plus récemment ?
Alors, je ne crois pas. Le Southern District est vraiment un tribunal spécialisé dans le narcotrafic, dans les lourds procès de narcotrafic et des poursuites d'extraterritorialité. Mais sur le cas Dominique Strauss-Kahn, je ne m'avancerai pas, il faudrait vérifier, je ne me souviens plus. Mais il faut dire, les amis, Olivier Piton et vous, Grégory Phillips, du service international de l'LCI, il faut dire qu'on découvre un peu abasourdi tout ce qui s'est passé avant, dans les heures, les jours, les semaines qui ont précédé. Et il semblerait qu'il y ait eu la possibilité d'un deal entre Donald Trump, Washington d'un côté, et Caracas, Maduro et le Venezuela de l'autre côté. On avait exploré la possibilité d'une exfiltration volontaire de Nicolas Maduro et de son épouse. Oui, vous savez que les deux hommes, Donald Trump et Nicolas Maduro, se sont parlé. Il y a une conversation téléphonique qui remonte au mois de novembre. Et il est possible qu'à cette période-là, il y ait eu effectivement la tentation d'un deal d'exfiltration en disant, écoutez, on veut changer de régime ou en tout cas de dirigeant pour le pays. On peut vous laisser partir peut-être vers la Turquie. C'est la piste qui a été évoquée notamment par le New York Times. Visiblement, Maduro a rejeté cette offre et la presse américaine croit savoir qu'il y a un moment où Trump a dit ça suffit, c'est quand il a vu les scènes de Maduro dansant à la télévision. Maduro provoquant, disant à Trump venez me chercher, et dansant, montrant qu'il était totalement puissant et inarrêtable. Et apparemment, c'est ça qui, donc on est plutôt fin décembre, qui a convaincu Donald Trump de dire ça suffit, on va aller l'arrêter. On continue d'en parler sur le plateau, mais on reste donc à New York, Sonia Dridi, puisque vous êtes, vous, juste à côté de ce tribunal où viennent d'arriver le couple présidentiel vénézuélien. Racontez-nous, tout à l'heure, vous nous parliez d'un dispositif de sécurité extrêmement important. Oui, c'est un dispositif très important avec de nombreuses routes bloquées aux alentours du tribunal. Vous pouvez le voir, il y a les journalistes du monde entier qui sont ici, des policiers évidemment. Et donc le convoi est arrivé il y a peu de temps ici devant cette cour fédérale de Manhattan qui a vu défiler de nombreuses personnalités ces dernières années, également des chefs de la mafia, des personnalités politiques. Et donc Maduro et sa femme devraient comparaître à midi heure locale, 18h heure de Paris. Ils se verront signifier les charges qui pèsent contre eux, notamment pour Maduro, conspiration de narcoterrorisme, importation de cocaïne aux États-Unis et également possession d'armes. Alors c'est une audience qui devrait être très brève. On s'attend à ce qu'on ordonne leur détention provisoire jusqu'à la tenue d'un procès.